Il faut se rappeler que les pays en développement ont connu une histoire qui est quand même assez dramatique dans la plupart des cas. Ils ont été colonisés pour la quasi-totalité de ces pays, à part quelques exceptions. Et donc, depuis plusieurs décennies, voire siècles, ils ont connu une histoire de violence, une histoire d'exploitation, d'oppression. Quand les colonisateurs quittent et qu'enfin ils deviennent indépendants, malheureusement pour beaucoup de ces pays-là, ce sont soit des régimes militaires ou des régimes de parti unique, différentes sortes de dictatures qui vont prendre le pays en contrôle. Ce qui fait que malheureusement, ces populations, pendant très longtemps, que ce soit à l'époque coloniale ou post-coloniale, ont vécu sous des gouvernements qui ont été très autoritaires. Et donc, enfin, pour un grand nombre de ces États en développement, on va pouvoir commencer à vivre ensemble sous des institutions qui protègent les droits de la personne, qui fait en sorte que les gens peuvent choisir qui ils veulent comme leader, comme dirigeant, et non pas être sous le contrôle de forces non élues. Donc, développer la démocratie est excessivement important, ne serait-ce que par rapport à ce passé, à cette histoire dramatique. Après ça, on peut faire des liens avec d'autres thématiques importantes. On peut se dire, ne serait-ce qu'au niveau économique, au niveau du développement économique. Est-ce qu'il est plus facile de développer une économie lorsque ce sont des militaires ou des dictateurs qui gouvernent, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun compte à rendre à leur population, qui peuvent décider de s'approprier des ressources sans que personne n'ait rien à dire? Ou est-ce qu'il ne serait pas plus facile de développer l'économie de ces pays-là et de les développer plus généralement si par ailleurs on a des institutions qui sont légitimes, si on a des institutions où les dirigeants savent qu'ils représentent la population. Donc même d'un point de vue économique, c'est important de pouvoir développer la démocratie dans ces États en développement. La question du printemps arabe est une question très importante. Il faut un peu la remettre en perspective, ne pas oublier que il y a eu des moments relativement similaires, peut-être avec moins d'envergure, il n'y a pas si longtemps, au début des années 90, on commençait à parler de démocratisation dans les pays arabes. Les pays d'Afrique subsaharienne, eux, au même moment, commençaient à se démocratiser et sont allés beaucoup plus loin. Après ça, dans les pays arabes, il y a eu un gel, les choses se sont arrêtées, les régimes autoritaires ont repris le contrôle. Et finalement, on arrive avec ce nouveau printemps arabe. Est-ce que le printemps arabe a mené à l'établissement de démocratie dans les États qui ont connu des soulèvements? Une réponse prudente est de dire c'est trop tôt pour se prononcer. Parce qu'effectivement, la démocratisation, ça ne se fait pas en un jour. Il peut y avoir des soulèvements, mais avant qu'un vrai régime démocratique s'installe, avant qu'on ait des institutions vraiment représentatives, ça va prendre du temps. Un regard un peu plus pessimiste dirait, de tous les pays où il y a eu des soulèvements, où les anciens dirigeants, les anciens dictateurs sont partis, seule la Tunisie s'approche d'un cas où on peut dire la démocratie est vraiment en train de prendre racine dans ce pays-là. Donc, pour les autres États, en dehors de la Tunisie, si on regarde le cas de l'Égypte et le cas de la Libye, malheureusement, la démocratie n'a pas pris racine dans ces deux États, en tout cas pas pour l'instant. En Égypte, on a eu un président élu, il a été éjecté du pouvoir quelque temps après par les militaires et le dirigeant de la junte militaire s'est présenté tout récemment et il a été élu avec un score fascinant de 96% des voix. En Égypte, on peut dire que c'est encore l'armée qui est au contrôle, qui est au pouvoir dans ce pays-là, donc on ne peut pas parler de démocratie. Dans le cas de la Libye, effectivement, le dictateur a été écarté, éventuellement a été tué, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on observe en Libye? On observe que le pouvoir est plus ou moins en différentes factions armées qui contrôlent différentes portions du pays. Et malheureusement, la démocratie n'a pas pris racine. Donc pour l'instant, à part le cas de la Tunisie, qui est intéressant, il va falloir attendre pour voir si vraiment on a un processus de démocratisation qui se développe. Mais je suis assez pessimiste sur la question pour l'instant. Alors, c'est important de garder en mémoire qu'une fois qu'il y a eu un début de transition, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin.
on a encore beaucoup de travail à faire, on a encore beaucoup d'étapes à mettre en place. La question de la consolidation démocratique requiert qu'on regarde plusieurs éléments. Est-ce que, par exemple, les dirigeants ont accepté de perdre une élection? On dit souvent que la démocratie, c'est un système où des partis perdent des élections. Arriver au pouvoir, c'est une chose. Quitter le pouvoir en est une autre. Est-ce que, donc, le président en place, est-ce que le parti au pouvoir reconnaît sa défaite électorale? On dit souvent, donc, qu'il y a un début de consolidation à partir du moment où on reconnaît en bon perdant le fait qu'on ait perdu une élection et on accepte que nos opposants prennent le pouvoir. Et qu'eux, à leur tour, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, acceptent eux aussi, si les électeurs le décident, de partir. Donc ça, c'est un élément important quand on parle de consolidation. Un autre élément qui est fondamental, c'est la question des inégalités sociales et économiques. Certains vont dire, est-ce qu'il y a vraiment eu consolidation démocratique à partir du moment où le fossé entre une toute petite minorité extrêmement riche et une grande majorité extrêmement pauvre, donc à partir du moment où ce fossé se maintient? Pour certains chercheurs, la réponse est il n'y a pas de consolidation démocratique. C'est-à-dire que les institutions sont en place, il y a des élections, mais on doit réduire ce fossé-là avant de pouvoir parler d'une réelle consolidation. Étroitement liée à ça est la question, dans le fond, de la perception de la population. Est-ce que les gens croient fondamentalement que leur régime, que leur pays est un pays démocratique? Si la réponse est non, si avec des sondages, avec des enquêtes, on se rend compte que les gens considèrent que ce n'est pas un système démocratique qui est en place, bien, au niveau de la consolidation, on peut être assez pessimiste parce que sans appui populaire, sans cette croyance au système, le régime est fondamentalement fragile. Donc, ça demeure un défi assez important. On ne pourra pas parler de consolidation démocratique si la société, si des acteurs, si des institutions politiques comme la police, comme l'armée, utilisent la violence comme moyen pour régler leurs différends, pour régler leurs problèmes. Il faut donc qu'il y ait vraiment une décision qui est collective et qui veuille que on ne peut régler les problèmes, on ne peut régler les mésententes que de manière pacifique. Donc ça, c'est un défi qui est extrêmement important. Et puis finalement, un dernier défi important, c'est celui de la question des identités. Est-ce que dans cette démocratie, tout le monde s'entend pour accepter le fait qu'il y ait différentes communautés ethniques, différentes communautés religieuses, différentes communautés linguistiques ou raciales, ou différentes communautés de caste, comme dans le cas de l'Inde, par exemple? Donc, est-ce qu'on accepte que toute cette population, que l'ensemble des citoyens peuvent appartenir à différentes communautés et que ça n'empêche pas de bien vivre ensemble? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on a une situation où il y a des élections, il y a des institutions qui sont officiellement démocratiques, mais où les différences ethniques, culturelles, religieuses font en sorte que ça débouche très souvent sur des tensions, voire sur, malheureusement, des épisodes de violence? Est-ce qu'on écarte des gens de la compétition électorale, par exemple, parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne communauté? Donc, dans les pays où on a réussi à s'entendre sur le fait que, malgré nos différences, on partage une identité nationale commune et on l'accepte, je pense que là, le défi de la démocratie est sur la bonne voie. Dans les pays, malheureusement, où il y a encore des blocages au niveau de ces différences identitaires, on peut être plus pessimiste sur l'avenir de cette consolidation démocratique. On voit souvent cette espèce de dichotomie entre un Nord ou un Occident dans lequel la démocratie serait très bien établie, serait solide, et des pays du Sud, des pays en développement où la démocratie serait dans une espèce de perpétuelle fragilité. Ici, il faut d'abord dire que dans beaucoup de pays du Nord ou des pays occidentaux, on a des faiblesses, on a des problèmes importants au niveau de la démocratie. Ça peut être, par exemple, au Canada, où on sait que dans les communautés autochtones, par exemple, on a des problèmes ou des manières par lesquelles l'État central gère ces communautés, qui fait en sorte qu'elles sont loin de vivre, ces communautés autochtones, dans disons, une démocratie qui serait consolidée.
Donc, au niveau de la relation entre l'État fédéral et les provinces et les communautés autochtones, il y a beaucoup à apprendre au niveau de la vie démocratique. On a des pays de l'Europe de l'Est qui font maintenant partie de l'Union européenne et dans lesquels on flirte, disons, dangereusement avec des tendances d'extrême droite qui peuvent fragiliser la démocratie. On a eu les élections européennes dans les pays occidentaux, les bonnes vieilles démocraties, et on voit que des partis d'extrême droite sont sortis premiers des élections. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la démocratie dans ces pays-là? Et enfin, dans les pays du Sud, on a des pratiques démocratiques qui, bien souvent, datent d'avant même l'arrivée ou la démocratisation des pays du Nord. Le Chili, par exemple, a une tradition démocratique qui date de la fin, voire du milieu du 19e siècle. Et donc, certaines démocraties du Nord auraient beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Au Sénégal, par exemple, on a des élections et des assemblées représentatives, là aussi, depuis la fin du 19e siècle. Donc, il faut faire attention dans cette espèce de contraste un peu trop facile entre un Nord très démocratique et un Sud qui ne l'est pas. Il y a énormément de nuances et je pense que pour les étudiants, pour les chercheurs, il faut aller chercher toutes ces différences, toutes ces nuances dans chacune des expériences démocratiques de tous ces pays, du Nord comme du Sud.